comme on l'a dit en introduction tout à l'heure, on a alors adapté, non, c'est qu'en fait ce qu'on fait en conférence chaque année au Angers Geek Fest et au Bordeaux Geek Fest aussi. Bordeaux Geek Fest, on y sera le 23 et le 24 mai. Et d'ailleurs, donc c'est dans quelques semaines. Si jamais vous êtes sur Bordeaux, on sera là-bas. En attendant, au Angers Geek Fest, on avait fait notamment voilà, le sujet la fantasy dans les comics de super-héros. Voilà, vu que le thème de cette année pour les deux Geek Fest, c'était la fantasy. Donc voilà, mine de rien, on a un petit peu galéré à trouver un sujet parce qu'en fait, soit c'est très général, soit c'est très spécifique. Donc c'est pas, je pense que c'est l'une des années où on a galéré le plus. Alors qu'on a eu des années où franchement il y avait certains sujets, c'était pas non plus très évident, mais là cette année on a un peu galéré, mais on a quand même trouvé au final, hein. On a un petit peu réfléchi. Donc voilà, la fantaisie dans les comics de super-héros parce que c'est partout, il y en a partout, mais il suffit de pas de dire ça, il faut un petit peu développer le propos quoi. Et donc, on va développer un petit peu. Donc, je pense que vous le savez, hein, la bande dessinée, typiquement, c'est vraiment un univers dans lequel on peut faire un peu ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule limite, à peu de choses près, c'est l'imagination des auteurs. Bon, c'est vrai déjà à la base pour la littérature au sens large, mais je pense que vous en doutez, c'est encore plus vrai pour la BD, puisqu'en plus, vous avez le support visuel. Et lorsque je dis que c'est vrai pour la BD, c'est également vrai, bien évidemment, donc pour le comics. Et ben pour les super-héros, c'est pareil. Et je dirais même que c'est plus logique encore. Euh, Pourquoi? Parce que je vous dis donc que la BD n'a pas de limite. Or, les comics de super-héros, on part du principe qu'ils sont apparus en 1938 avec Action Comics 1, puisqu'on part du principe que Superman est le premier super-héros moderne. Or, ce super-héros donc, qui est né en 1938, il ne s'est jamais arrêté depuis. C'est même pire, entre guillemets, puisque le nombre de personnages a été multiplié, le nombre de séries a été multiplié, et le nombre d'univers a été multiplié, mais aussi les intervenants. C'est-à-dire que c'est un peu différent, par exemple, des mangas où vous avez un scénariste, il écrit son histoire du début à la fin, tandis que dans les comics, vous avez un scénariste et un dessinateur qui vont créer un personnage, écrire un petit temps dessus, et après c'est au suivant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a eu un nombre incalculable de scénaristes et de dessinateurs qui sont passés sur chacun des différents personnages et chacun avec sa spécialité, ses connaissances. Ce qui explique que on est parti un peu dans toutes les directions dans l'univers des super-héros et qu'on s'est retrouvé à un moment donné avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments de la fantasy dans les comics de super-héros. Alors, au tout début, évidemment, dans les comics de super-héros, c'était quand même relativement basique, hein. C'était des malfrats, parfois un savant fou, et c'est réglé. Donc, en termes de méchants, il fallait pas chercher trop loin. Mais comme je l'ai dit, ça existe depuis 1938. Donc, au fil des années, on a eu de cesse de développer le lore des univers Marvel et DC. Donc, c'est vrai qu'un super-héros, ça peut juste combattre ton voisin dans la rue, mais ça peut aussi, donc, alors là, je vais reprendre la liste parce que ça sera quand même plus simple, ça peut aussi voyager dans le temps, dans l'espace, dans les univers, au-delà des univers. Cela combat des hommes fous ou des saints d'esprit, des dieux inventés pour l'occasion, des dieux bien connus, notamment de la mythologie nordique. Cela affronte des savants, des monstres, des chevaliers en armure, des sorciers, des magiciens, des vampires, d'autres super-héros, des politiciens, Hitler, les drogues, les faits de société. Bref, la liste est très, très, Ils très, ont très pris de longue. la drogue. Ils ont pris de la drogue ou quoi? Et donc, vous vous en doutez, dans cette liste, on a beaucoup d'éléments tirés directement de la fantasy. C'est-à-dire que le lundi, Superman peut taper de l'extraterrestre. Le mercredi, il peut taper des gros monstres, tout simplement. Où là, on tient plus de la fantasy déjà. Alors, il est l'heure du passage un peu chiant où c'est moi qui lis un texte et une définition, mais c'est assez important puisque la fantasy, ça a beau être un peu partout, de couvrir plein de choses, c'est quand même un genre au final assez spécifique. Alors, la fantasy, qu'est-ce que c'est? C'est un genre artistique et littéraire qui représente des phénomènes surnaturels imaginaires, généralement associés aux mythes et souvent figurés par l'intervention ou l'emploi de la magie et de l'anachronisme. Dans la fantasy, comme dans le merveilleux, le surnaturel est généralement accepté ou même exploité pour définir les règles d'un monde imaginaire et ne suscite pas nécessairement le doute ou la peur. Ça, c'est la distinction importante. Euh, cette posture
distingue la fantasy du fantastique, puisque dans le fantastique, le surnaturel perturbe les règles du monde habituel. Donc voilà, les gens voient un truc qui est bizarre pour nous, ben dans le fantastique, les gens sont en mode qu'est-ce que c'est horrible, what the fuck. Dans la fantasy, c'est ben non, c'est juste. Non, c'est normal en fait, mon animal de compagnie, c'est un ours polaire croisé avec un renard. Voilà. Euh, Ça les distingue aussi la fantasy de la science-fiction, puisque dans la SF, ouais voilà, ta gueule c'est magique, puisque dans la science-fiction, c'est les progrès scientifiques qui amènent les éléments qu'on ne voit pas nous habituels, donc les progrès scientifiques ou techniques, et dans l'horreur, tout ce qui est anormal pour nous, etc. euh, c'est vraiment l'angoisse, la peur, ça va nous buter avec une tronçonneuse ou avec des griffes ou je sais pas quoi, Alien, Predator, tout ce que tu veux. Entre autres, même si aussi Alien et Predator, ça reste aussi de la SF en même temps. Enfin voilà, c'est un bordel, c'est pour ça que la fantasy, c'est important voilà, de bien l'ancrer. Voilà. C'est un environnement dans lequel tout ce qui est magique, surnaturel, hors norme, fait partie des normes de la société, hein. C'est un peu ça, c'est le déplacement des normes. Donc, exemple, fantasy. Oh, tiens, un chien qui parle. Exemple, fantastique. Oh putain, un chien qui parle. Exactement. Horreur, oh putain, un chien qui parle, tu te fais bouffer par le chien. Voilà. Porno. Oh mon dieu, un chat qui. Non, bah, on va Voilà. s'arrêter. Science-fiction, euh, Un chat qui science-fiction, parle qui meurt dans l'espace, c'est ça? non, non, j'allais dire, c'est un chien qui parle, mais en fait le chien est un robot. Ouais. Voilà. Mais mine de rien, le test du chien qui parle, ça permet de évoquer tous les genres. Eh Euh, bah, t'as les deux, Mac. Parce que du coup, c'est plus scientifique dans le comics de base. Mais c'est déjà un peu plus magique, j'ai envie de dire, dans Spider-Man Noir, où tu as l'entité araignée comme ça qui apparaît dans une vision de Spider-Man. donc, dans les comics, qu'est-ce que ça donne? Salut Matt! Bonsoir, Matt. Ah bah tiens, je vous parlais de toi tout à l'heure, je suis en train de lire New Gods, je sais que ça te fera plaisir, le tome 2. Alors, dans les comics, qu'est-ce que ça donne? C'est assez particulier, puisque en général dans les comics de super-héros, on passe toujours par le même schéma du fantastique vers la fantasy, puisqu'en général dans plein d'origin story, dans les balbutiements des univers Marvel et DC notamment, au début les super pouvoirs sont rares, voire inexistants, et on assiste un petit peu à leur introduction dans le monde, ce qui fait que au début, l'arrivée des gens comme Superman, comme Spider-Man, comme Flash, etc., sont vécus comme dans le fantastique, où c'est vraiment des choses que personne n'a jamais vues dans cet univers-là. Et puis au fur et à mesure des années qui passent, et surtout dans les continuités classiques, et pas dans les Elseworlds ou pas dans les What If, etc., dans les continuités standards, les super-héros sont là depuis des décennies, donc on est depuis bien longtemps, on a basculé dans la fantasy, puisque bah, les gens voient débarquer les X-Men, ils sont en mode ouais, ok, d'accord, il y a un gonze, il tire des lasers avec ses yeux. Bon, déjà, c'est pas des lasers, mais ça, c'est une autre histoire. Euh, mais voilà. Donc, pour dire que voilà, le super-héros a toujours un petit peu dans l'histoire des débuts fantastiques, parce que ben, on introduit les trucs inhabituels, et au fur et à mesure, ben, tout le monde s'y habitue, etc. Euh, le cas des X-Men, justement, que j'ai évoqué, c'est pas déconnant, puisque les X-Men, c'est un peu particulier comme cas, euh, puisque ils ont toujours un petit peu la réputation de se faire chier dessus, un peu par tout le monde, puisque c'est toujours comment dire, la caste de super-héros qu'on utilise toujours pour les allégories des droits civiques aux États-Unis, de la ségrégation, tout ce que vous voulez. Donc ils ont eu toujours le truc du, comme ce sont des gens qui sont génétiquement différents des humains, on les utilise toujours comme ils sont dangereux, ils sont différents de nous. C'est pas Spider-Man qui a un accident euh, et qui devient super-héros, enfin avec le truc de l'araignée, il devient super-héros. C'est là vraiment, ils sont nés comme ça et du coup bah, c'est toujours un petit peu les gens différents qui sont toujours mal vus et qui sont voilà toujours, il y a toujours des manifestations anti-mutants, des trucs comme ça. Donc ça reste toujours un petit peu l'élément négatif
qu'on n'aime pas avoir dans l'univers Marvel, ce qui fait qu'il y a toujours un peu le côté de, il y a encore un petit peu ce côté fantastique, puisque on n'accepte pas cette part-là enfin ouais, de non-normalité, de différence, etc. Bah, Ce qui est, cet univers n'évolue pas parce que la société n'évolue pas, malheureusement. oui, c'est vrai que c'est d'ailleurs assez triste, hein, mais c'est vrai que oui, dans les années 60, c'était enfin, très clairement, c'était euh, comment les Noirs étaient considérés aux États-Unis. Hein, c'est vraiment là le. Alors, Charles Xavier et Magneto ne sont pas inspirés de Malcolm X et de Martin Luther King, ça c'est pas vrai. On peut calquer les enfin les quatre figures, mais c'est pas les inspirations explicites des artistes. Mais voilà, il y a clairement un propos voilà sur oui, la lutte des droits civiques aux États-Unis. Dans les années 90, ça pouvait très bien plus être comment les homosexuels étaient perçus, hein, avec voilà, toute, toute la frayeur qu'avaient les gens autour du sida, est-ce que c'était transmissible, etc. Aujourd'hui, oui, malheureusement, on peut toujours l'appliquer. Ça peut être aux musulmans, ça peut être aux juifs, ça peut être aux homosexuels, aux transgenres. Donc Aux voilà, Noirs, aux Mexicains. C'est vrai que je me dis que c'est même pire qu'avant, en fait. c'est voilà, malheureusement, oui, c'est un peu le, ouais, Marvel a toujours eu la volonté d'être le monde juste derrière ta vitre, enfin le monde ouais juste autour de toi. C'est aussi ça, le monde autour de nous malheureusement, mais voilà, d'où la pertinence de d'œuvres comme les comics qui sont aussi principalement, enfin en grande partie pour les enfants, donc c'est aussi pour les éduquer à ce genre de sens de, euh, de problématiques. Et encore, voilà, pour rester dans le côté de les comics ont quand même un aspect fantastique, malgré un monde globalement de fantasy. Des gens comme Galactus, des gens comme Darkseid, Dormammu, tout ce que vous voulez, qui ont vraiment un autre plan d'existence, qui sont vraiment des êtres suprêmes. Galactus est un être qui précède notre univers. Darkseid fait partie même du ciment de l'univers. Enfin, c'est plein de trucs comme ça qui fait qu'il même si on a des kryptoniens qui peuvent soulever des bagnoles, des gratte-ciel, il y a toujours des individus qui. Oui, Dormammu, je suis venu pour marchander. Euh, il y a toujours des individus qui suscitent un niveau de peur et d'incompréhension qui est tel que même les héros les plus puissants sont en mode on se chie dessus et on sait pas ce qui se passe quoi. Donc voilà. Donc comics principalement de fantasy puisque tout le monde accepte les pouvoirs, mais il y a quand même des petites touches quand même de fantastique là-dedans. Alors, la fantasy aussi, qui est quand même souvent, on va dire, régulièrement représentée via l'heroic fantasy, qui repose pas mal sur le medieval fantasy, qui repose pas mal sur des idéaux voilà, de chevalerie. Il y a des chevaliers, il y a des montures, il y a des mondes de cap et d'épée, qui sont jamais trop des mondes trop avancés scientifiquement, parce que on bascule très vite dans la science-fiction, même s'il y a des exceptions. Par exemple, Saga, on est un petit peu dans un truc hybride où il y a beaucoup de science-fiction, mais il y a aussi quand même pas mal d'éléments qui font fantasy là-dedans, même si c'est pas de la fantasy à la Seigneur des Anneaux ou Trône de Fer, etc. Donc bon, ce sous-genre-là de la fantasy, qui est quand même un gros sous-genre, hein, c'est peut-être même le sous-genre de la fantasy, est évidemment énormément repris par le comics des super-héros, puisque tout simplement les super-héros sont les chevaliers des temps modernes, que ce soit en termes de côté esthétique, côté apparence, que même en termes de fonction au sein même de l'univers de fiction, mais aussi dans notre univers à nous, hein, dans notre réalité à nous. Euh, alors, les héros, chevaliers des temps modernes, bah, uniquement via leur sens de la justice, leur code moral, faire le bien, défendre la veuve et l'orphelin, etc. C'est typiquement les vœux d'un chevalier, hein, voilà, en tout cas en théorie. Euh, Aller protéger les enfants, ceux qui peuvent pas se défendre, aller s'opposer à ceux qui oppressent les autres, etc. Et typiquement dans l'exemple le plus flagrant, tout ce qui est vœu d'un chevalier, vous reprenez la phrase de Don Ben, voilà, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Même si c'est pas je dois aller secourir les vieilles et les chats qui sont coincés dans les arbres, typiquement en termes de lutter pour ce qui est bien, en termes de phrases écrites de vœux de chevalier, ben, voilà, la phrase de Spider-Man l'explique très très bien.
Ce qui est bien aussi avec les héros, en plus on en a parlé tout à l'heure en disant voilà, que c'était aussi servait d'exemple pour promouvoir des messages qui me semblent être importants. Euh, les héros servent aussi, comme les chevaliers en leur temps, à inspirer les gens avec des histoires voilà, autour du feu de camp, comment on appelle ça, la cour de récré. Voilà, je suis tellement vieux que j'ai déjà oublié la cour de récré. Donc voilà, c'est des personnages qui suscitent, qui inspirent des valeurs nobles. Alors dans notre monde à nous, ça pourrait être les pompiers, tout ce que vous voulez. Dans la fiction, bah, c'est souvent les super-héros hein, qui marchent bien auprès des enfants. Par exemple, ben voilà, aller voir Superman, ben ouais, typiquement aller sauver un chat d'un arbre. Non, ouais. Oui, c'est ça, aller sauver un chat d'un arbre. Typiquement, ben, si ça t'a bien marqué, tu sais très bien que ben, Superman il est gentil et du coup ben, faire le bien c'est aller sauver les chats des arbres. Et donc du coup, si vous voyez un chat dans la vraie vie qui s'est coincé dans un arbre, si vous avez un minimum d'empathie, vous allez sauver le chat. Donc voilà, c'est aussi ça l'intérêt des héros, comme les chevaliers en leur temps qui inspiraient le bas peuple à faire le bien et à protéger euh, les gentes dames et tout ce que vous voulez. Là c'est pareil, meilleur exemple, un Superman qui est une inspiration et pour les héros de l'univers d'ici, mais aussi pour nous, enfin j'ose espérer que c'est un exemple. Euh, et puis, en dernier point, au niveau de tout ce qui est iconographie, euh, en termes d'accomplissement, typiquement Iron Fist, pour devenir bah, le nouveau protecteur hein, de la cité de Kunlun, pour devenir le nouvel Iron Fist, il faut aller terrasser un dragon. Bah voilà, c'est typiquement le chevalier qui va terrasser le dragon pour sauver les vertes vallées de la région du Cantal, j'en sais rien. Euh, voilà, c'est pareil, hein, voilà, il faut aller terrasser un dragon pour devenir le nouvel héros. Bon, avec Iron Fist, c'est quand même très très littéral. Mais il y a des exemples qui le sont beaucoup moins, hein. Tout simplement, ça peut être triompher de sa peur, enfin voilà, ça peut être beaucoup plus métaphorique, mais il y a des exemples aussi, voilà, c'est terre à terre, hein. Vous pouvez pas chercher plus comparaison que ça, quoi. Ah bah voilà, contre morale et inspiration, voilà, quand je disais que source d'inspiration pour les gens, c'était ça. Chopé Euh, d'où cette image du comics en haut à gauche? Je t'avais pas demandé lors de laquelle? la... Celle-là? Non, celle avec le gamin. Ouais, celle avec la gamin. Oui, parce que du coup, j'ai remis la scène entre temps. Je la trouve géniale. Si tu le sais, hein. À moins que t'aies cherché sur Je Google, tout sais pas, simplement. il faudrait que je retrouve l'image sur Canva, peut-être que je dois avoir des Je la trouve informations géniale. supplémentaires. Ah ben Mac dit que c'est Superman à terre. Ok. C'est... oui, je sais plus qui a bossé, mais je vois le... Il me semble que c'est Ivan Rice au dessin, j'ai l'impression que ça fait Ivan Rice. Mais bon, bref. Ok, je note Superman à terre. Idem. Ça m'intéresse. Euh, et puis voilà, en termes d'iconographie, tout simplement, ben voilà, l'armure d'un chevalier, c'est l'armure d'Iron Man. Mjolnir est quand même énormément calqué sur Excalibur. Mjolnir dans la mythologie nordique est juste très très lourd. D'autres gens peuvent le soulever, il me semble, mais il est juste méga lourd. Et du coup, seuls les individus méga forts, d'ailleurs Thor dans la mythologie nordique a une sorte de ceinture qui lui permet de soulever Mjolnir. Là où Thor version Marvel, c'est pas une question de poids, c'est vraiment typique un truc de puresse, non, de pureté d'âme, pas de puresse, ça n'existe pas, de pureté d'âme, de bonté, etc. Donc voilà, il y a quand même encore des inspirations à ce niveau-là. On a aussi des personnages, je sais pas si je l'ai mis après, on a aussi des personnages comme, ouais voilà, comme Dane Whitman qui s'appelle le Chevalier Noir et qui est vraiment juste voilà, c'est juste un gonze avec une armure et une épée au 21e siècle. Là aussi, c'est un exemple très littéral, mais voilà, vous voyez Iron Man, c'est typiquement l'armure avec le plate, la maille, je sais pas comment ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle, chainmail, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, voilà. Donc il y a des exemples plus ou moins littéraux en fonction. Donc voilà. Et il me semble qu'au niveau de l'iconographie, j'ai fait le tour. Si j'arrive à reprendre mes notes. Parce que oui, pour une fois, vu que c'est des trucs qu'on a fait en présentiel, j'ai des notes. Code de maille, merci Matt. Et Desert, j'avais pas vu. J'ai des notes, c'est rare que j'ai des notes. Et là j'ai des notes. Donc voilà. Donc on modernise ou pas les symboles, ça c'est en fonction de chacun des œuvres. Mais voilà, en gros en termes d'iconographie, oui, super-héros et chevaliers. Il suffit pas d'aller chercher très très loin pour voir les comparaisons et les similarités. C'est Black Knight. Oui, mais il me semble que c'est le Chevalier Noir, il me semble. C'est chez Marvel, Black Knight. C'était notamment
Dans le film Eternals, c'est Jon Snow, c'est Kit Harington. Voilà, il était censé être le Chevalier Noir, qu'on ne verra jamais en film, hein, je pense du coup. Mais, euh, mais voilà, ouais, il est chez Marvel et en gros, genre l'épée est une épée maudite qui se transmet de génération en génération. Donc ouais, voilà, merci Matt. Ah oui, c'est vrai, oui, les montures, la question des montures. Oui, et comme tout bon chevalier, évidemment, il nous faut un fidèle destrier, quel qu'il soit. Pour Batman, c'est la Batmobile. Pour pour Spider-Man, c'est son Spider Buggy ou je sais pas quoi. Enfin voilà, à chaque fois qu'il y a un véhicule, dites-vous que c'est un cheval. Oh, la référence! Non, non, impossible. Non, non, mais Spider Buggy, pitié, quoi. Voilà, mais à chaque fois qu'il y a à chaque fois qu'il y a voilà, à chaque fois qu'il y a un véhicule de héros, c'est l'équivalent du cheval. En gros, c'est son plus fidèle allié, etc. Et j'ai mis l'image voilà, pour illustrer ça côté chevalerie avec un chevalier des 7 couronnes. Allez voir cette série, voilà. Je continue ma propagande. Euh, voilà, très bonne série. Ils peuvent pas s'en empêcher. Ah bah non. Bonjour la garde de nuit. On va commencer avec des exemples bien probants d'intervention de la fantasy au sein des comics de super-héros. Et on va commencer par un bon gros exemple quand même, en tout cas du côté de Marvel, avec un magicien. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus fantasy qu'un magicien Et bah, le plus grand magicien du côté de Marvel, eh ben, c'est Doctor Strange, puisque au minimum, c'est le maître des arts mystiques, c'est un maître des arts mystiques, et au mieux, c'est le sorcier suprême de la Terre. Alors, il faut savoir que les séries Doctor Strange sont également intéressantes du point de vue fantasy pour autre chose, au-delà donc du concept même du personnage qui fait très fantasy. C'est la représentation graphique du Docteur Strange, de son univers, de ses pouvoirs. Pourquoi? Parce que il est bien connu que à l'époque, c'est, je suppose qu'aujourd'hui, certains ont encore leur petite c'est quand même connu à l'époque que les dessinateurs, les différents dessinateurs qui se relayaient sur Doctor Strange faisaient vraiment des pieds et des mains pour que visuellement ça sorte du lot, pour qu'on se dise quand on attaque du Doctor Strange que oh vache, c'est quand même différent des autres séries Marvel, il y a quelque chose. Dès lors qu'on utilisait de la magie, on partait directement Ouah, dans des planches vraiment incroyables avec énormément de nouveautés, de, de jeux d'ombre, de jeux de couleurs, parfois même tout simplement des aquarelles magnifiques. On partait vraiment sur quelque chose d'assez inédit, je ne saurais pas dire, mais en tout cas peu commun pour l'univers de Marvel, alors que par contre, du fantastique, de la fantasy, il y en a dans les comics Marvel, mais le centrer comme ça dans les comics Marvel, là, c'était déjà assez extraordinaire. Il est même apparemment assez connu que certains dessinateurs, pour avoir l'imagination nécessaire pour faire toutes ces colorisations, tous ces beaux dessins, prenaient deux, trois trucs assez sympas. Voilà. C'est plus facile de dessiner du psychédélique si toi-même tu vois la vie de manière un peu psychédélique. On va dire ça comme ça. Euh, et puis, bah, encore une fois, oui, clairement, c'est le gros représentant de la magie du côté de Marvel, hein, puisque il maîtrise donc la magie et plus précisément les énergies mystiques. En termes de pouvoir, il a la télépathie, la projection astrale, l'hypnose, la télékinésie, il peut se téléporter, ériger des boucliers. Alors bien évidemment, ça va dépendre de la version, ça va dépendre de l'époque, mais en termes de magie, bah oui, il envoie du lourd. Et encore une fois, ce n'est pas du fantastique, c'est bien de la fantasy, puisque lorsque le Doctor Strange fait de la magie, et je parle entre guillemets, de la vraie magie, pas tirer une carte. Hein. Lorsqu'il fait de la vraie magie, ça ne choque personne. Donc c'est quelque chose d'assez commun, naturel, on va dire. Assez intéressant aussi, il a des équipements qui, comme ça, on pourrait dire qu'on sort un peu de la fantaisie, mais non, bah non, justement, étant donné que ce sont des équipements qui baignent dans la magie, renforcent encore une fois ce côté fantaisie. Donc, on a la cape de lévitation qui permet de. Martin, L'éviter. nickel. Donc, on a l'œil d'Agamotto, on a le livre des Vishanti, on a l'orbe d'Agamotto aussi.
Enfin, voilà, on a clairement beaucoup d'équipements qui baignent dans la magie et qui apportent plus ou moins certaines choses au Doctor Strange. Ouh, j'ai plus la page qui me permet de changer de slide. Voilà. L'éviter qui. Je sais pas. Alors, au niveau de Doctor Strange, au niveau de ses ennemis, pareil, on est clairement dans l'expansion du lore avec beaucoup d'éléments de la fantasy. Oui, voilà, elle est là, Dormammu. Ça y est, Mike va pouvoir dormir sur ses deux oreilles. Je sais pas ce qu'il a avec Dormammu. J'ai l'impression que ça fait 20 minutes qu'il gueule Dormammu. Donc voilà. Dormammu, entité interdimensionnelle, qui vient d'un plan démoniaque. On peut penser aussi à Mephisto, qui est une entité démoniaque. Bon, même si lui, il apparaît dans Doctor Strange, mais à la base, il est quand même plus présent du côté du Ghost Rider. On a Sitorak, qui a pas mal fait chier Spider-Man ces derniers temps, donc qui est, attention les yeux, une entité mystique démoniaque extra-dimensionnelle. Ça rigole plus. On peut penser aussi au Baron Mordo, grand classique de l'univers de Doctor Strange, qui lui n'est que sorcier. Bien évidemment, c'est déjà pas mal. C'est typique de la fantasy aussi, la sorcellerie. Mais par rapport à tous ces êtres qui viennent d'une autre dimension, un autre plan, machin truc, là, lui, il est entre guillemets que sorcier. Ouais, voilà. Un C'est un loser. tocard. Donc, les ennemis sont quand même assez révélateurs du type d'univers dans lequel est le Docteur Strange, hein, bien sûr. On continue chez Marvel pour nouvelle catégorie. Attention, nouvelle catégorie. Puisque la fantasy reprend énormément les figures divines dans leur récit. Tout simplement parce que ça permet un petit peu de, malgré comme j'ai déjà dit, le fait que les super-héros soient déjà par essence de la fantasy, hein, vu qu'ils ont des pouvoirs extraordinaires, etc., et que c'est admis dans le monde, avoir des dieux, c'est un petit peu la carte facile pour dire non, mais il y a encore des gens qui sont encore au-dessus parce qu'ils ont une essence particulière, ils ont un statut particulier. Ça dépend. Ça dépend des interprétations, parce que chez Marvel, en particulier chez Marvel, la question des dieux, c'est sujet à interprétation. Notamment, bah, les films, ils ont clairement dit, ben non, on n'est pas des dieux, on est juste des extraterrestres qui ont des espérances de vie de 1500 ans, et c'est nous qui avons inspiré les dieux, et pas l'inverse. Donc, il y a certains dieux, c'est pas vraiment des dieux, mais il y a d'autres dieux qui sont peut-être vraiment des dieux, donc c'est un peu compliqué. Euh, Chez les Asgardiens notamment, c'est un peu, on entretient l'ambiguïté. Loki fait pas exception, hein, puisque voilà, c'est dans la mythologie nordique, c'est un petit peu le dieu farceur, le dieu de la malice, qui est pas spécialement méchant. C'est un peu le, et c'est reflété de plus en plus dans les comics maintenant, mais avant Loki était toujours méchant. Maintenant, il est beaucoup plus fidèle à sa contrepartie, j'allais dire historique. Pas vraiment historique, mais voilà, dans nos versions à nous, où c'est vraiment un petit peu le gars qui est toujours là pour foutre le bordel. Alors des fois, le bordel, ça veut dire être contre les Avengers, contre Thor, mais des fois, ça va être aussi foutre le bordel parmi les méchants. Donc voilà, on sait pas où il se situe le garçon. Euh, Après, bon, les pouvoirs, ça reste quand même relativement classique. C'est c'est un peu comme le truc du Baron Mordo juste sorcier. Il a les pouvoirs classiques de télékinésie, illusion, machin. C'est pas vraiment c'est pas la banque de puissance. Voilà, Loki, il est surtout là parce qu'il sait bien manipuler les gens, il est rusé, il est intelligent, mais il a toujours quelques éléments, quelques objets sur lui, des amulettes parfois. Il a comment on appelle ça, il a parfois une épée, ce genre de choses. Ça reste quelqu'un qui est là derrière, un peu magnétiste, hein, plus qu'autre chose. Il va pas aller se taper dessus contre Thor parce qu'en général il s'est pété la gueule. Ça peut arriver, mais voilà, en général il est plus en mode balancer des rayons magiques, etc. Rayons magiques. Enfin, ce genre de choses. Oh Dragon Ball, bien yeah. sûr. Donc Belle voilà. référence. Mais Rayon magique. voilà, évidemment, un bonjour à Brigitte Lecordier, bien sûr. On t'aime, Brigitte. Qui a fêté Euh, ses 70 ans il y a une semaine ou deux, je Tout à crois. fait. Mon cousin qui l'a déjà vu en vrai d'ailleurs. Moi aussi. Voilà. Très très gentil. Donc voilà. Voilà. Des fois c'est souvent un petit con, des fois il est sympa, des fois il est chiant. Voilà, c'est Loki, c'est le gars qui est là, hein, qui aime bien foutre la merde. Je sais pas si j'avais mis des trucs avec ses épées. Non, j'avais pas mis. Voilà, mais
de temps en temps, il a des objets, il a souvent son sceptre et machin, mais c'est pas vraiment. L'intérêt, c'est pas vraiment d'aller se battre de Loki. C'est pas. Il est pas là pour ça. L'autre Brigitte, on lui Ça, dit pas j'étais bonjour. curieux. Alors. J'étais curieux. Petite parenthèse Loki, allez. Alors, je me suis demandé, tiens, mais au fait, c'est le dieu de quoi? Alors, moi, je pensais soit le dieu des mensonges, soit le dieu des malices, de la malice. Mm. Donc là, du coup, j'ai la réponse. Tu penches sur quoi, toi? Je pense que selon les versions, c'est jamais le même truc. Je dirais plus de la malice que du mensonge, mais Alors, visiblement, il a une longue liste. Alors, déjà, il a les dieux, malice, mensonge, mais aussi de la tromperie, de la ruse, du mal. En fonction secondaire, dieu du chaos, de la destruction, du feu, de la glace et de la magie. Ouais, bref, un couteau suisse. tout ce qui traînait par là. Ouais, ouais, un couteau à ce gardien. Voilà, couteau Scala. C'est pas genre il a pas un tire-bouchon, non, non, il est juste dieu du feu. Voilà, c'est à l'arrière de Et sa poche. apparemment, il peut se transformer en oiseau, en femme. Ça peut toujours aider les deux. Oui. Mais aussi, et alors là, je pense que c'est déjà un peu moins intéressant, il peut aussi se transformer en puce, en moustique. Un Ou en moustique, saumon. ouais, dieu du mal, moustique, ça colle bien. Une saloperie de moustique qui te Il fait chier, c'est y, ça? y en a, bah, y en a un dans la pièce, là, je sais pas où il est passé, mais il y en a un. Alors quelqu'un a dit que c'était une sorcière et pas un dieu. On voit le fait maison. Eh bien, tu es tombé dans le piège. Tu Yeah, es le tombé dans le pivot. piège. Classique. Tu es tombé dans le bon vieux traquenard du Joker. Puisque Circé, des fois les sorcières, elle a été aussi une déesse parfois. Donc c'est vrai que dans les comics, elle est plus associée au rang de sorcière, même si dans les faits, elle a un peu, elle remplit un peu la fonction de la déesse chiante, hein, de la déesse qui casse les couilles. Donc, j'ai un peu triché, mais il y a des versions du personnage où c'est une déesse. Et je l'avais vérifié, c'est pour ça que je l'avais mise. Donc, fait maison, et pas vraiment. Ouais, voilà, parfois c'est une humain maudite. Enfin voilà, la mythologie, il n'y a pas de fait absolu et il n'y a pas de version canon, c'est le bordel. Circe, c'est un peu pareil que Loki dans le sens où voilà, elle est souvent là pour foutre la merde, elle aime bien manipuler les gens, mais elle est quand même beaucoup plus méchante. Oui, elle est plus du côté du mal que Loki par exemple. Euh, et je l'ai aussi mise dans la catégorie des dieux parce que c'est souvent un personnage qui ramène les aventures de Diana, de Wonder Woman vers son côté mythologique. Puisque quand même Wonder Woman c'est quand même fait partie de la Trinité, hein, c'est quand même une des héroïnes les plus, c'est l'héroïne la plus connue au monde. Et voilà, voilà. Et elle fait partie, je pense, du top 5 avec Spider-Man et les deux autres de la Trinité. Ah, quoique, c'est à débattre. Mais bon, en tout cas, quand même très importante. Et c'est une utilisatrice de la magie qui est extrêmement liée à plein d'éléments de la fantasy, au panthéon des dieux grecs, aux sorcières, etc. Et voilà, et Circe fait partie un petit peu de ce monde-là. C'est souvent un personnage qu'on voit avec des objets maudits, l'amulette de Méduse ou Médusa, je sais jamais comment on dit en français, toujours en quête constante de son âme qu'elle a perdue il y a bien longtemps. Donc c'est typiquement le genre de personnage qui, certes, ça reste une sorcière, mais c'est aussi une déesse de temps en temps, et qui est vraiment dans le côté un petit peu déesse déchue, quoi. En gros, elle a plus la même réputation qu'avant, elle a plus la même situation qu'avant. Et c'est toujours une opportunité pour aller explorer des trucs bizarres. Je l'avais dit pendant la conférence et j'étais surpris que peu de gens aient la ref, mais dans la version, dans la série animée Justice League, ouais, je crois que c'est Justice League ou Justice League Unlimited, je sais plus, elle transforme, je crois que c'est Wonder Woman et Zatanna en cochon. Wonder Woman, c'est sûr. Enfin voilà, elle transforme quelques héroïnes en cochon et Batman offre une chanson à Circe pour que elle les retransforme en humaines. Voilà, c'est le genre d'aventure qu'on peut avoir avec Circe notamment, qui fait quand même très Odyssée, hein, voilà, transformer l'équipage Oui. et machin. Donc voilà, le bon vieux coup du lys. Voilà, c'est typiquement, voilà, c'est un peu l'utilisation qu'on fait de Circe en général, c'est pour aller sur ces terrains-là. Alors certes, on a déjà parlé de Loki, mais je me voyais quand même mal faire cette partie sans parler de Thor parce que c'est peut-être le plus connu. Alors, c'est quand même un
grande place de la fantasy dans le monde des super-héros, mais c'est vrai qu'il fait moins dans l'esprit en apparence, il fait moins ce fantasy magique qu'un Loki, hein, qui est beaucoup plus dans les écrans de fumée, les rayons magiques, enfin voilà, ce genre de choses, les illusions, la télékinésie. Lui, c'est vraiment j'ai un gros marteau, je frappe avec. Bon, il vole et il a des ailes sur son casque, mais ça pourrait être, on pourrait plus l'assimiler à un Captain Marvel, même si bon, Captain Marvel est aussi de la fantasy, mais il est quand même aussi quand même proche d'un Superman, voilà, dans le sens où il est fort, il frappe. Bon, il y a le marteau et les éclairs qui l'aident pas mal à rester niveau côté fantasy. Mais voilà, pour vous dire, et voilà, évidemment, comme je l'ai dit avant, il y a Mjolnir qui reprend les codes d'Excalibur, donc il est quand même imprégné de pas mal de codes de la magie. Et en plus, ce qui est pas mal, c'est qu'en général, c'est avec Thor, on le met souvent dans d'autres environnements. Il est souvent avec les Avengers, avec d'autres héros, etc. Et c'est en général, c'est lui qui ramène un petit peu le côté fantasy, hein, en fait, dans les histoires des Avengers, qui peuvent être beaucoup plus terre à terre quand ils vont affronter Hydra ou Ultron, etc. Quand les Avengers vont se taper contre Loki, là ils sont tout de suite beaucoup plus imprégnés dans la fantasy. Mais bon, voilà pour dire que c'est un peu c'est le token fantasy des Avengers, Thor en gros. C'est ce qui fait qu'il est souvent là, voilà, il ancre bien le côté fantasy classique. Là où Doctor Strange a un côté un peu fantasy moderne, hein, c'est un sorcier, mais c'est pas un dieu quoi que ce soit. Là, vraiment Thor, c'est vraiment je parle comme dans Shakespeare et machin, j'ai un casque, une armure, tout ça, donc voilà. Fantasy un peu classique, un peu plus classique. Euh, Oui, c'est vrai que dans la mythologie, Thor c'est un connard, hein, Oui, voilà. Mais voilà, mais c'est vrai que. Bon. Oui, Hercule, pareil, hein, pas très chic type, hein, Héraclès dans la mythologie grecque. Après, je pense que ça surprend personne que Disney arrondisse à peu près les angles des différents Ah oui, personnages ah en oui, balançant bah ça ils aux l'ont gosses, fait quoi. avec tout leur récit, hein, que ce soit les contes d'Andersen, Bien de sûr. Grimm, tout ça, donc c'est dans leur J'avais fait pédigré. un article à une époque où j'avais parlé de 7 ou 8 Disney comme ça qui étaient bien, bien, bien modifiés. Et d'ailleurs, si vous voulez nous voir parler de contes de fées, c'est l'un des sujets de nos conférences pour Bordeaux, donc surveillez nos Tout à réseaux. fait. On fait du teasing. Euh, Là aussi, les néo-dieux, cas particulier parce que c'est quasiment plus de la SF que de la fantasy, mais ils ont vraiment un côté ils sont tellement dans les fondations de l'univers, voilà, ils sont liés au mur de la source. Darkseid, pareil, il y a un côté un peu universel dans le personnage, hein, où un peu il doit faire partie de l'univers pour qu'il soit équilibré. Euh, donc voilà, il fallait bien qu'on mentionne les néo-dieux. Euh, et en plus, je pense que c'est un peu le panthéon qu'on voit le plus fréquemment chez DC, parce que bon, tout ce qui est en- dieu grec et tout ça, j'ai mis une petite partie dessus, mais voilà, en général, les néo-dieux, c'est le panthéon qu'on utilise le plus souvent, parce qu'on peut se permettre un peu plus de liberté, mais ils ont une fonction très fantasy, hein, dans leur utilisation. Donc voilà. Il y a beaucoup, beaucoup de peintures science-fiction, mais au fond, ça reste une voiture de fantasy, hein, si on prend une métaphore comme ça. Si vous aimez les bagnoles, je sais pas. Voilà. Euh, Ouais, comme je disais, on utilise beaucoup moins les anciens dieux. Alors, c'est chiant la question des anciens dieux chez DC parce que c'est à la fois les dieux grecs, les dieux nordiques, les dieux romains, enfin tout ce que vous voulez, vraiment les panthéons classiques égyptiens, enfin voilà. Mais c'est aussi les anciens dieux en opposition aux nouveaux dieux du quatrième monde de Kirby. Donc, qui eux n'ont pas forcément toujours de nom, voire quasiment jamais de nom. Enfin, c'est vraiment des dieux obscurs et anciens qui étaient là avant la formation du monde même. Enfin, c'est un sacré bordel. C'est cool hein, en termes de création d'univers et tout ça, mais c'est vrai que ils sont là. Les anciens dieux de Kirby, ils sont là, ils sont morts depuis longtemps. Mais on a aussi de temps en temps un petit Zeus. Alors Zeus évidemment beaucoup lié à Wonder Woman et aux Amazones et tout ça. Donc ils sont quand même là de temps en temps. Mais pas souvent, c'est plus vraiment, on les cite dans les conversations en mode par Zeus. Comment il dit dans le film, merde. Euh, dans Retour vers le Qu'est-ce que tu futur. cherches? Dans Retour vers le futur. Oui. Nom de Zeus. Non de Zeus, voilà, j'avais oublié. Honte à moi. J'avais aussi Great Scott aussi, donc j'étais en train de me perdre un peu. En anglais, oui. Voilà. Et pourtant, je regarde Retour vers le futur en VF, pour vous dire. Ouais, Euh, mais c'est connu du coup que c'est en anglais, Great Scott. Enfin, voilà. quand t'es un peu cinéphile, quoi. Oui, oui, oui. Donc voilà, ils sont là de temps en temps parce qu'on les mentionne et parce que voilà, on fait des prières et machin, mais c'est quand même beaucoup moins présent. C'est pas comme un Thor chez Marvel, quoi, par exemple. Même comme les Asgardiens, la mythologie nordique chez Marvel est beaucoup plus présente que la mythologie nordique chez DC.
Et puis même quand il n'y a pas les dieux, ben, ils sont quand même toujours un peu là, puisqu'on a des gens comme Black Adam, comme Captain Marvel, Shazam, le Captain, à vous de voir comment vous voulez l'appeler. Euh, Parce que c'est quand même eux la base des pouvoirs. Hein. Voilà, Shazam, ses pouvoirs sont calqués sur les dieux grecs. Black Adam, ses pouvoirs sont calqués sur les dieux égyptiens. Je sais que Shazam, c'est Solomon, Hercule, Achille, Zeus. Il y a Mercure et j'oublie toujours le deuxième, Atlas. Black Adam, je sais pas. Il y a Zeuti dedans, il y a et c'est tout. Le reste, je sais plus. Donc voilà, je connais moins mon panthéon égyptien, mais voilà pour dire qu'il y a quand même des personnages qui sont pas des dieux, mais qui sont quand même dans une magie très très divine et très ésotérique. Vous voyez, le rocher d'éternité, c'est un bordel monstre. Et puis en général, le Captain Marvel, il affronte toujours des chenilles qui parlent ou des tigres. Enfin, il est pote avec un tigre qui parle. Il va toujours dans des mondes chelous. Enfin, voilà. Donc c'est un personnage qui permet de faire des trucs beaucoup moins science-fiction que Superman, qui est en général plus sur des robots et des aliens et des trucs comme ça. En général. Mais bon, voilà. Oui, Oui, Max, c'est pas une Shazam. règle d'or, juste une tendance, hein. Oui, oui, voilà. On parle de généralité. On n'a pas le temps de tout énumérer parce que là, on est là jusqu'à minuit et demi. Une autre grosse représentante de la magie du côté de Marvel, c'est bien évidemment la Sorcière Rouge. Bon, je pense que vous le savez, hein, c'est un des personnages les plus puissants du côté de Marvel. C'est une sorcière incroyable. Elle a des pouvoirs liés à l'illumination, la magie du chaos, transmutation de la matière, pouvoir de vie et de mort, l'altération de la probabilité, la psychométrie, la précognition, et j'en passe et des meilleurs, en plus du contrôle de la pensée. Donc c'est vrai que c'est du coup un fier représentant de la fantasy du côté des comics Marvel, et qui en plus est un peu passé par toutes les cases. Alors, on peut voir ça comme étant un point positif, on va dire qu'on s'ennuie pas avec le personnage. Bon, d'un côté, c'est vrai qu'elle est vraiment passée dans toutes les cases, et dans toutes les cases, elle est vraiment passée encore dans toutes les cases, quoi. Donc, elle est passée quand même des X-Men aux Avengers, mais elle est passée aussi des méchants aux gentils, sachant que lorsqu'elle était gentille, c'était quand même un gros bordel. Il y en a beaucoup, on avait même fait un article sur MDCU à une certaine époque, c'était David qui les avait fait, où il s'était fait chier à faire un classement des pires Avengers de tous les temps, et clairement il l'avait mis à la première place. En même temps, c'est pas si surprenant que ça. Bah, rien que sa relation avec Vision, donc même pas tout ce qu'elle a fait de mal, hein. Rien que sa relation avec Vision, juste ça, ça mériterait une conférence entière. Donc c'est vrai que c'est un personnage quand même qui est vachement complexe. Elle a tué plusieurs autres Avengers, donc l'homme fourmi, je crois que c'était le numéro 2, Hawkeye aussi. Bon, c'est pas dit, mais franchement, c'est vachement sous-entendu qu'elle a VIOLE Wonder Man, en plus d'avoir provoqué donc les génocides mutants avec le fameux No More Mutants. Donc tout ça, sans surprise, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après, c'est bon, c'est vrai que c'est un personnage complexe qui a quand même beaucoup de défauts, qui a fait beaucoup de conneries, même si des fois elle voulait faire le bien, elle a fait beaucoup de conneries. Mais au-delà de ça, c'est aussi, elle a une grosse tendance à la manipulation en fait, hein. C'est vrai que des fois, on a l'impression que on a des personnages comme ça qui reviennent tout le temps, et quand tu lis beaucoup, notamment du côté de Marvel, tu dis oh sérieux encore, on pouvait peut-être trouver mieux. Donc c'est le cas par exemple de Norman Osborn, où tu as l'impression que dès qu'il y a un truc dans la vie de Peter, bah, c'est Norman Osborn qui l'a fait. Venom. C'est un peu, voilà, tu as envie de dire, vous pouvez pas distribuer les cartes, répartir un peu mieux les cartes pour que chacun ait du jeu, plutôt que de filer tous les atouts à Norman Osborn. Bah là, c'est un peu pareil pour la sorcière rouge. Tu as l'impression qu'à chaque fois qu'il faut que, pour un rebond scénaristique, qu'un Avenger soit manipulé, à chaque fois, c'est pour la sorcière rouge, c'est pour sa gueule. Bon, après, c'est sûr, c'est plus pratique quand c'est elle, puisqu'elle peut faire un million de choses grâce à ses pouvoirs. Mais bon, ça aide pas beaucoup le personnage sur le long terme, quoi. On va dire ça. C'est un petit peu, ça finit par être un peu dommageable, on va dire. Ah Euh... oui, j'ai pas fait exprès, c'est la gamine Baby Doll. je l'ai pas la ref. Ah, J'ai pas regardé en VF, donc je pense que je l'aurais pas eu non plus. Moi, je continue dans ma série des dieux, du divin, avec Sandman, puisque là, on va carrément au-delà, parce que
C'est un peu l'histoire des comics, hein, la surenchère sur la surenchère. Quand on a fait, je sais pas combien, une centaine de numéros d'histoire avec des dieux en veux-tu en voilà, il faut au bout d'un moment, il faut inventer ce qui va au-dessus des dieux pour faire des trucs encore plus grandiloquents et encore plus puissants. Et en fait, non, il y a un truc au-delà du multivers, c'est l'omniverse. Enfin voilà, vous voyez un peu l'état d'esprit. Euh, des fois, c'est bien fait, comme dans le cas de Sandman, où pour le coup, ils ont créé toute une mythologie, hein, tout un panthéon autour des infinis, dont fait partie Dream, hein, Morpheus, le gardien des rêves et des cauchemars, euh, qui pour le coup ont vraiment un aspect beaucoup plus mythologique que les dieux eux-mêmes en fait chez Marvel, chez DC, enfin chez DC du coup, puisque c'est vraiment des incarnations de concepts qui n'existent que pour entretenir leur essence même, hein. Morpheus fait en sorte que les gens puissent rêver, puissent avoir des cauchemars. Il Et c'est protège le monde c'est important de retenir l'essence. voilà, des rêves et des cauchemars. La mort fait en sorte que les gens meurent proprement, enfin meurent comme il faut, aillent bien au paradis, en enfer, faites ce que vous voulez. Le destin est le gardien du livre du destin. Donc voilà, donc c'est vraiment des gens qui n'existent que pour réguler certaines lois de l'univers, certains aspects de l'univers. Et c'est vraiment des gens qui sont tellement au-delà de l'univers d'ici globalement que il n'y a jamais vraiment trop d'interaction. Sandman avait quelques liens au début, on a aperçu Batman, on a aperçu Martian Manhunter, etc. Le Sandman, premier du nom aussi, est lié à tout ça, mais enfin premier du nom, premier dans les publications d'ici. Mais très vite, ça a fait sa tambouille dans son propre coin. Parce que quand tu vas aller te taper contre Lucifer et affronter les armées de l'enfer et parler d'être plus divin que les divinités, enfin, voilà, ils ont très vite fait leur truc de leur côté. Tant mieux, hein, parce que ça aurait été très compliqué de faire ça hein, avec Superman au milieu. Mais voilà, c'est des gens qui sont dans un autre plan d'existence, un autre stade de compréhension d'existence. Donc, côté fantasy, tu peux pas faire plus magique que ça, quoi. Il n'y avait vraiment pas d'explication, genre, c'est pas les Kryptoniens qui est une pile solaire. Là, c'est vraiment des êtres qui sont nés avec l'univers et qui périront en même temps que la fin de l'univers, quoi. Ah, Doom! Doom! Ah oui, pas de bonne soirée sans parler de Docteur Doom. Alors, Docteur Doom, c'est vrai que c'est un cas un peu particulier parce que c'est à la fois un représentant de la fantasy et en même temps, c'est justement un peu l'opposé de tout ce tout ce dont on vous parle depuis tout Oui. à l'heure. Pourquoi c'est un cas particulier? Parce que c'est à la fois un homme de science et un sorcier. C'est donc, est-ce que tu arriveras à leur faire une sorte de Source, non, c'est pas sourcier, c'est. Srancier, un truc comme ça? sorcier, Ah, absolument. sorcier, Une voilà. sorte de sorcier. Donc, c'est-à-dire qu'il va utiliser la science et la sorcellerie pour arriver à ses fins. Et c'est là que tu vois que le personnage quand même est assez unique. C'est-à-dire que quand tu affrontes Fatalis, tu affrontes donc la magie, ok, mais tu affrontes aussi la Latverie, dont il est dirigeant, son intelligence supérieure, son talent pour la stratégie et la manipulation, son armure en titane, ses armes high-tech, son talent au corps à corps. Bref, tu n'affrontes pas qu'un simple magicien lorsque tu affrontes le Docteur Doom. Sachant qu'en plus, son armure, elle est tant défensive qu'offensive grâce à de nombreux gadgets alimentés en énergie électrique, parce qu'il a une sorte de générateur nucléaire thermoélectrique miniature. Enfin, c'est des comics, hein, n'oubliez pas. Ouh. Ta N'oubliez gueule, pas, c'est c'est des magique. comics. Voilà, regardez, c'est tout expliqué là, il y a le plan là, vous voyez? Thermonucléaire, voilà. C'est logique. Euh, donc, encore une fois, du coup, ça en fait un représentant pardon, de la fantasy, mais c'est vrai que dans son cas, c'est bien plus que ça. Alors, concernant le côté vraiment fantasy, donc il a des connaissances basiques dans les arts occultes et mystiques, qu'il avait apprise auprès de moines tibétains. C'est bien connu, hein, bien sûr. De toute façon, à chaque fois que tu vas voir un moine tibétain, tu reviens, tu as chopé 50 pouvoirs. Hein. Tu as l'impression que dans tous les films, toutes les séries télé, tous les comics, c'est comme ça. Donc voilà, il a été voir des moines tibétains et puis du coup, il a appris les arts occultes. Et après, c'est la fée Morgane qui a considérablement augmenté ses connaissances et donc ses pouvoirs. Sachant que la Latverie en elle-même,
a une dimension qui renvoie quand même pas mal à la fantasy aussi. Pourquoi? Parce que c'est une nation fictive et qui a quand même été plus ou moins ancrée dans notre réalité. C'est-à-dire qu'on sait qu'elle n'existe pas, mais en même temps, on sait où elle est, même si elle n'existe pas. Où elle est? Bah, elle est en Europe de l'Est. Ils le disent en plusieurs fois au niveau des comics. Donc, ils ne te disent pas précisément où, bien évidemment. Ils ne te disent pas genre, si, c'est entre ça et ça. Mais on sait que c'est un pays de l'Europe de l'Est. Et plusieurs histoires se passent dans cette Latvérie. Donc, on sait aussi à quoi ressemble un peu cette nation. Et c'est là que c'est intéressant. Parce que au niveau du visuel des apparitions, on te renvoie vraiment vers le médiéval fantastique, vers la fantasy. C'est-à-dire que tu as beaucoup de maisons un peu à l'ancienne, avec beaucoup de cailloux, ou avec des planches en bois, mais en tout cas clairement pas du ciment. Bon, je rappelle que Doom vit dans un château, où clairement, tu as l'impression que c'est le château du comte Dracula. Je pense que le parallèle est plutôt évident. Donc, voilà, tu as quand même beaucoup d'éléments qui sont quand même assez typiques d'un certain pan du médiéval fantastique et qui sont vachement présents ici. Et toujours pour le Docteur Doom, on n'oublie pas que aussi, bah, depuis 2025, je pense que vous le savez, on l'a dit plus d'une fois, c'est devenu bien plus que ça, puisque c'est aussi devenu le sorcier suprême de la Terre, suite à One World Under Doom. Et clairement, à la fin, il est vaincu, effectivement. Pourquoi? Et parce qu'il l'a bien voulu. Voilà. Je n'en dis pas plus pour ne pas spoiler, mais à un certain moment, il avait mis suffisamment de choses en place pour qu'il ne puisse pas perdre. C'était juste pas possible. Et c'était aussi ça qui était intéressant dans le livre. Hein. C'est-à-dire que dès le début, on te présentait la chose comme étant de nouveau un event avec un méchant à battre, ok, mais surtout comme étant un méchant que tu ne peux pas renverser. Alors, bien évidemment, il est renversé, mais ça reste logique. C'est cool. Très très cool. Alors, côté d'ici, pour ce qui est un peu un concentré de vraiment le côté fantasy un peu pur et dur dans l'univers, qui a un peu toujours tendance à expliquer, à relativiser les éléments les plus mystiques, etc. On a le titre Justice League Dark, qui est selon moi un bon, permet à la fois un peu mélanger un peu tout, pas mal de genres, et aussi de vraiment replonger dans des trucs vraiment très chelous, très bizarres, et qui va vraiment explorer le mystique pour avec vraiment un accent sur le côté flippant. C'est pour ça qu'on a un côté un peu fantasy fantastique, parce que même pour des individus comme alors on a John Constantine, on a Zatanna, on a Deadman, Jason Blood, et je crois que c'est Black Orchid, je crois, celle qu'on voit tout à droite en bas. Vu le Euh, costume, c'est possible, mais je ne saurais pas te dire. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, mais voilà, c'est des individus qui sont en contact avec la magie régulièrement, souvent. John Constantine, c'est vraiment le, voilà, comme j'ai dit, c'est le magicien en col bleu, c'est vraiment le gars qui, pour qui la magie est un travail. Ça n'a rien de fantaisiste, ça n'a rien de merveilleux, quoi que ce soit, c'est vraiment. J'aime, j'aime bien utiliser cette comparaison, mais c'est vraiment le plombier qui va déboucher des chiottes, quoi. Sauf qu'au lieu d'avoir des chiottes bouchées, c'est genre des chiottes hantées. Et il va exorciser les chiottes. C'est vraiment typiquement Ce que tu as l'attitude. balancé dans ton chiotte, ça tient de la sorcellerie tellement t'as envoyé le pâté. Exactement, ça peut le devenir, on sait pas. Donc Ah, la vache, je c'est suis vraiment. fatigué. C'est vraiment typiquement le voilà le personnage qui est blasé de la magie, etc. Donc c'est un peu ça peut alors ce qui est très divertissant, mais ça peut aussi avoir le côté de désamorcer le côté mystique, le côté inatteignable, inexplicable de la magie. Et là pour le coup Justice League Dark ça permet un petit peu de remettre l'église magique au milieu du village et de dire non, même pour des utilisateurs de magie aussi poussés que Constantine, Zatanna, Deadman, tout ce que vous voulez. Deadman qui est quand même un esprit qui possède les corps des autres, voilà. Même pour des gens comme ça, il reste encore des menaces mystiques et magiques euh, bizarres qu'ils n'arrivent pas à expliquer, etc. Et voilà, donc typiquement Justice League Dark, ça permet de vraiment remettre un petit peu, faire un focus un peu vraiment ouais magie, fantasy dans un univers qui est parfois très codifié comme celui de DC.
Et puis il y a un petit côté aussi Tales from the Crypt, hein, dans le côté un peu cracra dégueu, il y a des monstres et des créatures cheloues. Donc c'est cool. En plus là, bon, si vous voyez un petit peu les noms sur la cover, on a des gens comme Di Matteis, comme Lemire, Peter Milligan, donc des gens qui ont notamment bossé sur Hellblazer avec John Constantine. Voilà, une bonne série et qui permet un peu de vraiment bien imprégner un petit peu et remettre sur le devant de la scène l'aspect magique, mystique, fantasy de DC quoi. Durant la conférence, j'avais également voulu faire une petite parenthèse sur le personnage de Superman et son lien avec la magie. Bon, là, clairement, vu le temps qu'on a passé déjà à parler de Du tout reste. ce sujet, on aurait arrêté là, hein, largement dans la conférence parce qu'on a largement dépassé. En même temps, là, on sait qu'on n'a pas le chrono derrière nous, donc là, on peut faire un peu plus de parenthèses, taper la discute, échanger, tandis que pour la conférence, c'est die die parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui passe derrière toi, quoi. Donc là, on continue avec plaisir. Et donc, j'avais proposé une petite parenthèse avec Superman et la magie. Parce que c'est vrai que la magie, elle a une place un peu à part dans Superman. C'est-à-dire que il s'agit d'une de ses rares faiblesses. Donc, c'est super important. Mais ça sous-entend aussi que c'est une carte qui est quand même rarement utilisée. C'est-à-dire que Superman est faillible, c'est important, on veut qu'il soit faillible, on veut qu'on sache qu'il peut perdre, mais c'est pas pour ça qu'on veut le voir faillir. Et c'est pas pareil. Et ça, ça sous-entend que on sait qu'il est faible face à la magie, mais qu'il va pas avoir 50 000 magiciens face à lui. Sachant que, bien évidemment, sa résistance face à la magie va dépendre des auteurs, ça ne change pas. J'avais essayé de trouver des explications parce que c'est vrai que j'ai l'impression que c'est tellement avéré que maintenant on se contente de rappeler qu'il est faible à la magie, mais sans explication. J'ai trouvé quelques explications sur Internet, et fait intéressant, j'avais trouvé que c'était des explications données par des gens et non pas par des scénaristes. Alors après, est-ce que ce sont ces personnes qui ont trouvé que c'était logique, ou est-ce que eux-mêmes avaient trouvé ces explications auprès de certaines histoires de Superman? Je ne sais pas, mais je les ai trouvés suffisamment crédibles pour vous en parler parce que j'ai trouvé ça bien trouvé, bien imaginé. Alors, il y en a un qui avait expliqué que les hommes ont toujours, on va dire, été entourés de magie. Que sur Terre, il y a toujours plus ou moins eu la magie comme ça un peu dans l'air, un peu comme la force, tu vois. Et que, du coup, l'être humain, les habitants de la Terre se sont plus ou moins habitués à la magie, se sont plus ou moins habitués à baigner dans la magie, à avoir un peu de la magie autour d'eux. Or, étant donné que Superman vient de Krypton et que sur cette planète, c'était avant tout une planète basée sur la science, où on pense qu'il y a zéro magie, on peut imaginer que du coup, le peuple kryptonien, et donc par extension Kal-El, n'a pas baigné dans cette magie et que du coup, il n'a pas cette résistance que l'être humain a pu développer au fil des siècles. Voilà, j'ai trouvé que c'était une explication tout à fait logique. Donc voilà, si un scénariste ne l'a pas encore mis dans un bouquin, voilà, n'hésitez pas. Et si par contre c'est dans un bouquin, je veux bien le bouquin parce que je n'ai jamais vu, j'ai bouffé du Superman, hein, vraiment. Je n'ai jamais vu une seule fois une explication qui disait pourquoi Superman était faible face à la magie. L'autre explication que j'ai vue, je l'ai trouvée aussi, pourquoi pas. Alors, elle n'est pas aussi poussée, mais je trouve que c'était plutôt sympa aussi. C'est que Superman, on te le présente, ça par contre, c'est quand même assez vrai, on l'a vu dans plusieurs histoires, on te le présente comme étant une sorte d'éponge à énergie, hein. C'est clairement un personnage qui absorbe toutes les énergies qui lui sont envoyées, notamment les énergies solaires. Et donc, il n'est pas complètement fou de se dire qu'étant donné que c'est une éponge à énergie, il bouffe de la même manière un peu la magie. Et donc, lorsque un magicien balance une vague magique sur un être humain et une vague magique de la même force sur Superman, peut-être que Superman va l'absorber et donc se la taper plus fort. Voilà, j'ai vu les deux explications là, je trouve que c'était pas con, donc voilà, j'avais envie de dire pourquoi pas. Mais bon,
Au-delà de ça, encore une fois, c'est rare, mais on a du coup de la magie du côté des super. On peut penser à Mister Mxyzptlk déjà. Alors là, tu as un peu les deux. C'est-à-dire qu'on sait que c'est un être de la cinquième dimension. Donc là, on est clairement plus la fantasy, hein. Là, on est clairement de la science-fiction. Mais on te dit que c'est un diablotin de la cinquième dimension. Et là, diablotin, on est déjà un peu plus dans les créatures que l'on connaît. Là, on s'éloigne totalement, par contre, de la science-fiction pour le coup. On peut penser aussi au personnage d'Arion, qui est un sorcier venu des années 1600. Donc c'est dans l'histoire la chute de Camelot, hein, qui a été proposée il n'y a pas si longtemps que ça par Urban Comics. Je peux que vous la conseiller. C'était une très très bonne histoire. C'était une très très bonne histoire, pardon. Vu que je l'ai lu il n'y a pas longtemps, on peut parler aussi du coup de Supergirl. Est-ce que je l'ai? Oui, je l'ai ici. Hop, avec bien évidemment celui qui est d'ores et déjà maintenant, hein, j'ai l'impression qu'on n'en a jamais parlé pendant 20 ans en France. Maintenant, on en parle énormément. Donc, Superman, Woman of Tomorrow. Donc, il y a une petite scène, hein, avec la magie, puisque du coup, Crème des Collines Rouges euh, essaie de se défendre un peu comme il peut. Et par rapport à ça, il a une boule magique qui, qui à peu de choses près, téléporte la personne qui le touche très très loin. Et bah, du coup, Supergirl met un temps fou à s'en débarrasser, étant donné que c'est une boule magique. Et il le rappelle d'ailleurs, encore une fois, hein, dans le titre, euh, la magie n'est pas son fort. Donc voilà, c'est le même principe que Superman. Après, toujours par rapport à des éléments issus de la fantasy dans l'univers de Superman, euh, oui, c'est vrai qu'il tape beaucoup sur de l'extraterrestre, donc plus du côté de la science-fiction, mais il arrive très fréquemment qu'il affronte aussi plus des grosses bébêtes. Donc là, on est plus sur la fantasy. Là, vous voyez par exemple l'image tout à droite. Donc des créatures, on va dire, un peu plus terre à terre, voire mythologiques, donc qui sont plus du côté de la fantasy. Un autre personnage qui est clairement typique, un représentant typique de la fantasy, c'est Etrigan le démon. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est difficile vraiment de faire plus fantasy que lui, hein. Il a tous les éléments du médiéval fantastique. Vraiment, tu lis une histoire avec ce personnage, tu as tous les éléments du médiéval fantastique là-dedans. Donc pour rappel, hein, il s'agit de Jason Blood qui est lié au démon Etrigan. Et qui l'a lié au démon Etrigan? Merlin l'Enchanteur. Encore une fois, voilà, assez typique, un enchanteur. Merlin. En plus, il est originaire de Camelot. Il devient immortel, il peut cracher du feu, il a un petit facteur auto-guérisseur. Bref, il a vraiment toutes les magies qui vont bien. Et c'est vrai que bien que ce soit un personnage secondaire, souvent dans les comics, tu le croises à peine, hein. Si vous le connaissez, 9 fois sur 10, c'est parce que vous avez vu les dessins animés. Encore une fois, bien que ce personnage soit secondaire, c'est vrai qu'il a son petit univers, et ce petit univers est vraiment très représentatif du médiéval fantastique. D'ailleurs, il a déjà affronté donc Mordred, qui est le fils de la fée Morgane. Donc voilà, c'est encore une fois une petite référence assez sympa par rapport à des récits qui touchent plus le médiéval et le fantastique. Ouais, mais attends, parce que là, tu... Ouais, mais Marvel et Shazam... Captain Marvel et Shazam sont forts grâce à la magie, mais ils n'utilisent pas forcément la magie contre lui. Ouais, mais même, oui, mais le truc c'est que même leur force est de source magique, donc vu que c'est la force des Ouais, dieux. mais est-ce que du genre, quand il donne un coup de poing, c'est une sorte de coup de poing magique, du coup? Et, Je sais pas. De c'est un peu ça les zones d'ombre, hein, sur Superman. toute façon, jamais de la vie, les scénaristes vont rentrer dans ce Parce que terrain-là, hein. pour moi, tu peux faire Absolument. comme, enfin, tu peux dire que oui, ces coups de poing sont vraiment imprégnés de magie ou pas, et dans les deux sens, oui, dans les deux cas, ça me paraît logique. Enfin, tu peux aller, ouais, tu peux faire les deux quoi. Ah oui, non, bah clairement, bon, bah, petite parenthèse, mais oui, non, clairement, vous attendez pas à une adaptation à 100% du comics. Bah, pour être honnête, moi, le comics, je le lisais, je l'avais pas lu, donc maintenant je l'ai lu, et je vois combien Supergirl est quand même assez secondaire par rapport à l'intrigue. C'est même pas la narratrice de tout ça. Je crois pas une seule seconde qu'ils vont mettre Supergirl dans cette position dans le film, hein. Pas une seule seconde. Vas-y, pardon. On termine cette partie avec les exemples les plus flagrants
de la fantasy hein, qui s'immisce dans le comics de super-héros. Et dans la plupart des cas, c'est souvent via des univers parallèles, des chronologies alternatives, dans les Elseworlds, dans les What If, etc. Dans les exemples les plus connus, évidemment, Batman vampire, donc voilà, qui devient un vampire. C'est jamais très étonnant d'ailleurs de voir Dracula se pointer dans la Batcave pour aller péter avec la brousse. Enfin voilà, donc c'est ce genre de trucs, voilà, Batman se prête très bien à ce genre de choses. Et puis, on a des récits qui carrément se passent vraiment ouais, dans une chronologie beaucoup plus médiévale, et du coup on reprend beaucoup plus les codes de la médiéval fantasy, avec vraiment là pour le coup les armures des héros, ben, ça devient des armures de chevaliers, enfin la Batmobile, ben, maintenant c'est vraiment un cheval, hein, c'est plus vraiment un cheval métaphorique, donc voilà, et dans les exemples les plus connus, on a Marvel 1602, et pour DC on a très récemment Dark Knight of Steel, euh, j'ai pas lu 1602 en entier, mais j'ai lu tout Dark Knight of Steel. Et en général, c'est sympa, ça fait des propositions différentes, ça permet de renouveler l'univers graphique, etc. Donc, c'est des récits toujours assez sympas. Et en général, 1602 et Dark Knight of Steel, les équipes créatives sont bonnes. Donc, voilà, je vous les conseille. Une petite partie à laquelle, enfin une petite partie que je voulais pas forcément développer à la base lors de la conférence, et puis finalement je l'ai mis quand même comme étant une petite parenthèse parce que je trouvais que c'était quand même quelque chose de différent, que c'était assez intéressant. On trouve également dans les comics beaucoup de liens avec des œuvres, on va dire, qui baignent dans la fantasy, mais ça vient pas vraiment des scénaristes, on va dire, c'est plus les personnages qui reprennent ces éléments de la fantasy, on va dire. Donc, bah, bien évidemment, c'est les scénaristes qui ont écrit ça, mais ce n'est pas, on va dire, la fantasy qui squatte le comics, c'est la fantasy qui squatte la tête d'un personnage plutôt. On va dire ça comme ça. Alors, c'est quand même assez fréquent dans les comics Marvel et DC, mais c'est peut-être un peu plus présent du côté de Batman, puisque bah, on sait, on a quand même pas mal de personnages torturés, malades, avec des psychoses, enfin, toutes les maladies mentales possibles et imaginables. Je pense que l'un des cas les plus parlants, c'est peut-être Jervis Tetch, donc le chapelier fou, ou Mad Hatter en anglais, qui clairement est fou, hein. Enfin, en même temps, chapelier fou, c'est plutôt clair, et qui s'imagine vraiment être le chapelier fou donc d'Alice au Pays des Merveilles. Donc là, vous avez vraiment Alice in Wonderland de Lewis Carroll squatter l'identité vraiment de ce personnage de Jervis Tetch qui du coup ben, colore tout l'univers Batman d'Alice au Pays des Merveilles, on va dire. On peut penser par exemple aussi au gang qu'il a, puisque bah, des fois il a des hommes de main, mais souvent c'est quand même des personnages qui sont un peu qui font un peu Alice au Pays des Merveilles, c'est un peu l'intérêt. Le cas le plus connu, c'est le Wonderland Gang, où vous avez notamment Alain Pablanc et surtout Tweedledum et Tweedledee, ou en tout cas deux personnages qui reprennent les personnages de Tweedledum et Tweedledee. Donc vous avez les illustrations à droite concernant ces personnages de Lewis Carroll. Oui, Chapelier Toqué pour la version Disney. Au moins la version Disney. Après, en anglais, ça change pas, c'est Mad Hatter. C'est juste qu'une fois, ils l'ont mis Chapelier Toqué et Chapelier Fou pour Batman. Le mort, c'est le charpentier, absolument. Il y a une licorne aussi. Tu as pas mal de personnages comme ça. Mais bon, ça, c'est qu'un exemple. Il y en a d'autres. On peut penser aussi à notre ami, je l'ai dit tout à l'heure, le Wesker. ventriloque, donc Arnold Wesker, absolument. Enfin, du coup, il y en a trois des Ah oui. ventriloques, mais c'est vrai que je retiens que le nom du premier, donc Arnold Wesker. Donc là aussi, on est clairement sur un élément assez qui fait quand même assez sens par rapport à la fantasy. Pourquoi? Parce que on peut parler des poupées hantées. Bon, les poupées hantées, ça remonte vraiment. Alors j'ai été voir sur Internet, on a des traces de poupées hantées qui remontent à Ramsès III, je crois, où il y avait des ennemis qui essaient du coup de maudire de maudire Pharaon avec des poupées. Bien évidemment, après, ça s'est développé avec tout ce qui touche au vaudou.
Mais là, c'est encore différent, parce que là, on est sur le principe des poupées hantées. Mais par contre, concernant des poupées véritablement qui prennent vie, ça existe aussi. On peut penser à Ragdian, qui est peut-être le cas le plus connu. Et j'ai vérifié, il a bien été créé avant Wesker. Donc c'est tout à fait possible du coup que ce soit une inspiration. Alors, bien évidemment, la poupée le pantin du ventriloque ne prend pas vie dans les comics Batman. Mais pour Wesker, il est évident que c'est le pantin qui fait tout. La poupée vit véritablement. Et Chucky, alors ça, c'est parce que c'est peut-être l'exemple de nos jours le plus représentatif de la poupée qui prend vie. Mais par contre, là, au niveau des dates, ça ne colle pas, puisque Chucky est apparu quelques mois après notre ami Arnold Wesker. Un autre cas qui est quand même assez représentatif, on peut penser à l'épouvantail, à Scarecrow, donc au docteur Jonathan Crane. Euh, bon, là c'est pareil, bon, là il se prend pas vraiment pour l'épouvantail du magicien d'Oz. Par contre, au niveau de l'apparence, le lien est plutôt évident. Alors, c'est comme d'habitude, ça va dépendre des époques, ça va dépendre du dessinateur, ça va dépendre de l'ambiance voulue au sein même du titre. Bon, la plupart du temps, on retrouve quand même un peu l'épouvantail du magicien d'Oz, version magicien d'Oz. Hein. Tu vois, un épouvantail, techniquement, c'est juste quelque chose qui fait peur au corbeau. D'ailleurs, scarecrow, mot à mot, ça veut dire qui fait peur au corbeau. Donc, dès lors que tu mets un truc debout dans un champ de blé, c'est un épouvantail. Maintenant, comme vous pouvez le voir, là, il ressemble à chaque fois plus ou moins quand même à la version du magicien d'Oz. Donc on a un peu le sac de patates sur la tête, on a toujours la corde autour du cou, enfin très souvent, fréquemment on a un chapeau. Là, comme vous pouvez le voir, le reste du corps, enfin le haut est vert et le bas est gris, sur l'image de gauche aussi. Ça, c'est vrai que ce sont des codes vestimentaires, des codes couleurs qui reviennent quand même très, très, très souvent dans l'univers de Batman. Alors qu'encore une fois, dès lors que c'est un épouvantail, il pourrait partir sur totalement autre chose au final. Ça serait pas déconnant, mais visiblement, on veut garder ces codes-là. Et pourquoi? Parce qu'ils sont plus calqués sur la version du Magicien d'Oz. Oui, c'est vrai que j'avais cette parenthèse. Oui, alors c'est vrai qu'avant, on se faisait un petit peu plus plaisir aussi avec le côté fantasy, mais vraiment le côté peu importe les règles, peu importe la cohérence, la continuité, ce que vous voulez. Dans les années 50, 60, 70, on avait voilà Batman qui s'habillait de manière multicolore. On avait Jimmy Olsen qui se transformait en géant ou en lézard et qui allait péter des gratte-ciel, ce genre de choses. On avait carrément aussi même des titres, hein, voilà, qui s'appelaient Weird Tales and Fantasy. Premier numéro de Spider-Man, c'est Amazing Fantasy. Donc voilà, pour dire On que. aurait pu appeler aussi Foutoir pas possible. Exactement. Donc on avait vraiment aussi des titres, voilà, on balançait toutes les idées loufoques, comme on l'a dit à l'époque. S'envoyait pas mal de LSD, hein, donc ils faisaient leur trip. Enfin, tout ce qu'on a illustré aujourd'hui, c'est pas juste oh ils ont pris de la drogue, mais on se laissait aller un petit peu plus et il y avait peut-être un peu moins de contraintes de continuité. Voilà, on se faisait plaisir, on mettait plein de trucs fantasy. C'est vrai que Batman en mauve, c'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est bizarre. Euh, Et puis aussi, voilà, en dehors du super-héros, on a aussi des comics, hein, de manière globale. Voilà, si on sort du comic super-héros, on a des titres, voilà, comme Conan, par exemple, qui était vraiment purement fantasy. Là, c'est vraiment pas d'éléments fantasy dans un autre genre, c'est vraiment pur et dur fantasy. C'est pas le seul, mais c'est vraiment l'exemple un peu intemporel et classique. Et puis petit fun fact, dans les années 50, euh, quand une cover de comics avait un gorille dedans, les chiffres de vente étaient meilleurs. Voilà, pour un peu appuyer le fait que, voilà, à l'époque c'était un peu, ouais, mets un gorille qui parle, mets un gorille qui tape des gens, ça va vendre mieux. Et le pire c'est que ça se vendait mieux. Donc je pense que ça reflétait aussi peut-être l'état d'esprit de l'époque où c'était un peu en mode, même la SF était très what the fuck et pas de logique, etc. Le genre de la RDCF existait très peu, il y avait peut-être Fondation à la limite, mais c'était tout quoi. Donc c'était vraiment une époque où les comics c'était que pour les gamins. Enfin, c'est ce que les gens disaient, mais voilà. Donc c'était vraiment l'état d'esprit de bon, hein, t'as déjà vu un gorille qui parle? Non, parce que tu peux me dire que ça parle comme ça.
Voilà, David Goodenough, tout ça, tout ça. Voilà, donc c'était un peu l'état d'esprit. Bon, c'est pas si mal. C'était pas si mal la fantasy. Voilà. Bon, on finit toujours par des parties qu'on n'a pas pu développer parce que il faut faire gaffe au temps. Bon, là, je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça fait 1 heure et demie, je crois qu'on est dessus. 1h, Ça 1h17. fait déjà 1h17. Ouais, Bon, c'est pas voilà. mal déjà. Bien évidemment, je pense que vous en doutez, on n'a pas parlé de tout parce que c'est juste pas possible. Mais il y a bien d'autres représentants qui auraient mérité une petite parenthèse. Donc, on peut parler au Resurrection Man qui a fait son retour du côté d'Urban Comics il y a peu. Mais aussi à la Chanteresse, que ce soit du côté de Marvel ou d'ici, ou au personnage de Magic, qui aurait eu il y aurait eu pas mal de choses aussi à dire qui auraient Voilà. été intéressantes. Voilà, la fantasy dans les comics de super-héros, c'est partout. C'est tellement partout que on a à peine gratté la surface de la surface en 1h15. Voilà, c'est pour vous dire que c'est voilà. Et dites-vous que on est censé faire 45 minutes pendant les conventions. Voilà, pour vous dire Bah, qu'il voilà. Après on se cadre plus. Là, c'est vrai qu'on y va un peu plus de manière libre, mais voilà. Donc c'est un travail de synthèse assez vertigineux parfois.